Hello everyone. Thank you for joining. Bonjour tout le monde, merci de participer à Guide au bien-être et à la pleine conscience. Je m'appelle Amrit Shankar et je serai le modérateur de cette séance. Avant de commencer, afin de respecter la protection de la vie privée, ne partagez pas des informations de contact dans la boîte de clavardage. Nous allons d'abord vous présenter ceux qui prendront la parole et ensuite on va parler de la pleine conscience, ce qu'elle veut dire et les différents guides au bien-être interne. Nous vous encourageons de poser des questions durant la séance. Les questions peuvent être posées en anglais ou en français. Pour poser votre question, veuillez soumettre une question à l'écrit dans la boîte de clavardage. N'utilisez pas la boîte de clavardage de Zoom pour poser des questions. Utilisez Feedloop. Je m'appelle Amrit, je suis ancien banquier de placement et je suis personne très aventurière. Je fais la méditation assez souvent. J'ai commencé à le faire il y a 9 ans et j'aime bien le faire très souvent. Moi, j'aime bien créer des programmes de pleine conscience pour ceux qui vivent avec des maladies chroniques et au cours des 5 dernières années, j'ai créé plusieurs programmes de méditation pour des programmes de recherche médicale. Cela dit, je vais passer la parole à Mira pour qu'elle puisse se présenter. Merci Amrit et merci à tout le monde qui participe à cette séance. Je m'appelle Mira. Je suis étudiante en soins infirmiers à Toronto. Je suis aussi stagiaire à une clinique rénale et à une unité d'hémodialyse à Toronto. Et j'aime bien la pleine conscience. J'ai une plateforme sur les médias sociaux ainsi qu'un balado qui s'appelle Mind Over Matter. C'est parrainé par le gouvernement du Canada et par d'autres entités. J'ai commencé ce processus en 2019 lorsque j'ai assisté à un programme de formation sur la pleine conscience. Je voudrais en tirer des avantages et donc j'ai commencé à le faire, mais lorsque la pandémie s'est déclarée, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Mon anxiété était très élevée et donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Je voulais vraiment euh, améliorer ma pleine conscience. Donc j'ai commencé à faire la méditation de façon régulière. Donc je suis très heureuse de vous parler de la respiration et de la pleine conscience. On va faire un scan corporel, on va faire un programme de respiration, on va faire une méditation ensemble et ensuite je vais partager quelques informations avec vous pour avoir une bonne pratique de méditation. Ça serait vraiment bien de vous en parler. Thank you, Mira. Sophie, if I could. Merci Mira. Donc Simona, Sophie, vous pourriez vous présenter. Merci Mira, merci Amrit. Je suis très honoré d'être là avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce forum virtuel. Je m'appelle Sophie, je vis à Montréal, qui s'appelle aussi Tchotchagé dans la langue Mohawk. Je suis thérapeute forestière accréditée par l'association de la thérapie forestière. J'ai commencé ce travail en 2018. J'ai commencé mon entreprise en Montréal et je fais des programmes de thérapie forestière. Je vais en parler. Et donc, pour vous expliquer mon parcours, j'ai reçu un diplôme en anthropologie biologique. Donc, je m'intéresse aux êtres humains, au monde naturel, c'est-à-dire le monde non anthropique. Donc, je fais la promotion des liens avec le monde naturel et donc ça peut améliorer notre bien-être mental et physique et améliorer ces liens à son état interne. Donc c'est un peu sur moi et pour être clair,
J'aime bien toujours redire que je suis une guide accréditée, je ne suis pas psychothérapeute ou professionnel de la santé. J'aide à faciliter les expériences thérapeutiques dans la nature. La nature, c'est vraiment le thérapeute. Donc, je vais passer la parole à Mona. Merci. Je suis ravi de participer à cette séance. Donc, la façon dont j'ai découvert la méditation de pleine conscience, je suis médecin, je suis néphrologue. J'ai fait mes études en France. J'ai reçu mon diplôme il y a 17 ans. Je travaille et je vis au Québec depuis 10 ans. Donc, dans le cadre de mes études médicales continues, c'est quelque chose d'obligatoire pour les médecins. Je me suis inscrit dans un cours de méditation. Et ces cours ont été proposés par la faculté de médecine de Harvard en 2017. L'enseignant, c'était Daniel Brown. Et je m'intéressais à avoir des outils pour faire face à des situations stressantes, personnelles et professionnelles. Donc, pourquoi est-ce que j'ai commencé cette pratique? En fait, la décision était vraiment bonne et je ne comprenais pas à l'époque à quel point ce serait quelque chose d'utile. 6 mois plus tard, j'ai reçu un diagnostic d'un cancer du sein. Aujourd'hui, je suis survivante du cancer depuis 5 ans. Grâce aux médecins très compétents qui se sont occupés de moi, qui m'ont offert les meilleurs traitements. J'ai aussi eu le soutien de mes amis, de mes collègues, de ma famille, mais cependant, j'ai dû faire face à quelques émotions négatives, à des pensées négatives et aussi à la peur liée à la chimiothérapie, et la thérapie et les différentes interventions chirurgicales. Et les effets secondaires étaient très graves étant donné les médicaments que je prenais. Et c'était la chose la plus difficile du parcours. Faire face à la peur, c'était l'émotion principale que je ressentais et j'avais des pensées très catastrophiques. Et donc je me disais, si c'est un cancer de stade 4, peut-être un traitement curatif ne sera pas possible. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais laisser dans le deuil un enfant de 3 ans? C'était vraiment comme une chute d'émotions négatives. Et donc j'arrivais pas à bien dormir. Donc mon avenir était vraiment terrifiant. Et donc je suis retourné au présent. Et donc j'ai commencé à être au courant de ma respiration. Et c'est ça la pleine conscience, être au courant du moment actuel, euh, accorder son intention de façon intentionnée dans le présent et sans aucun jugement. Donc développer la conscience du moment, c'est faire attention de façon attentionnée à l'heure actuelle sans aucun jugement. Et je cite John Kabat-Zinn, c'est sa définition, John Kabat-Zinn a opérationnalisé des enseignements bouddhistes qui remontent à plus de millénaires et il les a adaptés pour les intégrer dans la médecine occidentale. Donc il a ouvert des cliniques de pleine conscience en Chili pour des patients atteints de douleurs chroniques causées par des cancers ou par d'autres maladies et qui résistaient à des traitements. Le programme a été pendant 8 semaines et a entraîné une réduction de 30 à 50% de la douleur ainsi que d'autres symptômes, y compris les symptômes psychologiques. Donc je me rappelle très bien que après ma première séance de chimiothérapie, j'étais par terre et j'avais vraiment peur, j'étais très très fatigué et j'avais beaucoup de douleurs. Et donc j'ai commencé à respirer de façon intentionnée et à voir des images dans mon esprit afin de voir un avenir en santé. Donc j'étais là par terre
Et John Capati disait toujours, si on respire, ça va bien. Peu importe ses problèmes. Donc je respirais toujours, j'étais toujours optimiste et je suis retourné à mes sens. Et donc je suis retourné dans mon corps et je me suis rendu compte de ma vulnérabilité psychologique et physiologique. J'ai commencé à naviguer le triangle de mes émotions, de mes pensées, de mes comportements afin de demander de l'aide sans difficulté et d'oublier la nécessité de performer ces choses du passé qui étaient inutiles. Donc, j'ai commencé à accepter et faire preuve de résilience. Donc, ce sont les résultats de cette pratique. La douleur physique et morale, pour moi, c'était le portail à un plus grand niveau de conscience. Et j'ai intégré dans ma vie quotidienne ma pleine conscience, donc d'insister sur mon souffle, tous les sons autour de moi ou toutes les sensations physiques avec un scan du corps, vous allez le voir. Et puis également avec la pleine conscience, donc la vie de tous les jours, pendant que je mangeais, je travaillais, peut-être j'étais comme un parent, je lavais les vaisselle. Donc, il faut être là dans le moment, au moment présent. Également, la compassion, l'autocompassion, qui est une autre forme de méditation. Et donc, ces outils-là ont vraiment changé ma vie. Je pratique également le yoga, qui est la méditation de pleine conscience en mouvement. Et c'était avec d'excellents formateurs en yoga oncologique, Laura Hernandez et Candice Nebu, parce que les cours sont offerts sans frais par la Fondation du cancer du sein. Et le yoga a montré aux patients de cancer, leur a montré à lutter contre l'anxiété et le stress, et également à regagner de la force et de la flexibilité. Donc, cette pratique et cette expérience de maladie, non seulement ça a changé ma vie, mais également ma pratique professionnelle. Parce que lorsque j'ai terminé la première année, la première partie du traitement, je suis retournée au travail et il fallait que je trouve un sens à cette expérience. Alors là, je pouvais mieux comprendre ce que ça signifiait de vivre avec une maladie chronique et les effets secondaires de traitements très agressifs qui sauvent la vie, mais qui ont un impact sur mon corps. Donc, les patients qui vivent le dialyse vivent exactement les mêmes patterns à tous les jours. Donc, j'ai réalisé que pour moi, de revenir à une vie normale, ça voulait dire de m'engager en pleine conscience et en méditation parce que ça m'aidait à m'engager différemment dans mes idées, mes émotions. Et je faisais également plus d'exercices physiques plus régulièrement pour améliorer ma santé. Et donc, je dis que ça traduit toutes ces expériences dans un autre type d'approche et le counseling avec les patients. Donc, j'ai commencé à élaborer des programmes pour les patients, également pour les professionnels de la santé. Lorsque la pandémie est arrivée, par exemple, de la COVID, des programmes basés sur la pleine conscience ou le yoga éventuellement. Je me suis inscrite dans une maîtrise en santé mentale il y a quelques mois à McGill, ici à Montréal, pour apprendre et rechercher des projets qui utilisent des approches basées sur le corps et le cerveau pour les patients de dialyse. Donc, aujourd'hui, mon intention, c'est de m'engager dans une conversation avec curiosité et l'esprit d'un débutant, une débutante. Donc, la méditation en pleine conscience n'est pas un outil magique. Ce n'était pas la guérison du cancer du sein ou pour les maladies rénales ou toute autre maladie. Et c'est peut-être pas pour tout le monde. C'est pas obligé de faire de la pleine conscience. Il y a plein d'autres outils qui sont là. Et également, il y a des contre-indications comme les psychoses, des épisodes autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tant et si longtemps que vous respirez, il y a plus qui va mieux, qui va bien avec vous que qui va mal. Donc, voilà.
Si vous traversez un grand problème, vous pouvez toujours revenir à votre respiration. Vous n'êtes pas votre douleur, vous n'êtes pas votre maladie. Vous êtes beaucoup plus que ça. Et vous avez un grand réservoir de ressources inconnues à l'intérieur de vous auxquelles vous pouvez accéder en engageant différemment vos idées, vos émotions. Et c'est correct d'avoir peur, même d'être terrifié. Vous pouvez quand même respirer et calmer votre esprit et ne pas vous engager dans des pensées catastrophiques et de peur. Vous pouvez toujours calmer votre esprit avec votre respiration, votre souffle. Plus tard, je vais vous faire une pratique de pleine conscience en français. Merci beaucoup, Mona, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était très aidant aux personnes aujourd'hui. Par la suite, j'aimerais présenter il y a un programme qui est partagé par l'Université d'Alberta et les chercheurs m'ont rejoint et ont demandé à ce que je présente de l'information à vous tous. Donc, voici un programme de bien-être de 12 semaines mené par une plateforme en ligne numérique et ça traverse différentes pratiques de bien-être comme le yoga, le tai chi et des exercices, également des mécanismes pour pallier en psychologie, donc pour les gens qui vivent avec des maladies chroniques et leur participation donc au programme. Si vous aimeriez vous inscrire à ce programme, vous pouvez envoyer un courriel au courriel qui est là, empoweralberta.ca, où il y a un code QR que vous pouvez scanner et qui vous permettra de vous inscrire au programme. Je dois ajouter que c'est gratuit, ce programme. Donc, aucun coût associé, aucun frais. C'est complètement en ligne par une plateforme web. Donc, on peut compléter le programme dans le confort de vos maisons. Et le groupe de recherche recherche quelques minutes ou heures par semaine, de sorte que vous puissiez pratiquer ce qu'on vous offre sur cette plateforme. Ceci étant dit, j'aimerais avoir l'occasion maintenant d'avoir un petit dialogue avec nos conférenciers, Mona et Sophie, et certaines des choses que moi j'ai traversées lorsque j'ai commencé mes pratiques de bien-être il y a quelques années et dont on pourrait parler et qui pourraient profiter à nos écouteurs aujourd'hui. Donc, je pourrais peut-être commencer avec Mira. Je sais que vous avez fait allusion à quand vous avez commencé la pratique de bien-être et de méditation. Est-ce que vous pourriez nous préciser comment vous avez pu intégrer la pratique dans votre quotidien, qu'on trouve toujours difficile lorsqu'on manque tant de temps? Oui, c'est une excellente question. Je pense qu'on regarde l'application de comment on peut prendre une si belle pratique et la mettre en œuvre dans notre quotidien. Lorsque j'ai commencé à travailler à la pratique, c'était pendant la pandémie. Je ne pouvais que m'asseoir pendant 1 minute à la fois. Et vous allez remarquer, si vous essayez de respirer et faire de la pleine conscience, c'est un défi. Et la clé, c'est que c'est une pratique et ce n'est pas une performance. Donc, vous le faites pour essayer de vous améliorer à le faire. Donc, si vous voulez vous asseoir à tous les jours pour juste 1 minute, que ce soit le matin, quand vous levez ou le soir avant de vous coucher, ou des fois juste 1 minute avant chaque repas, c'est facile à mettre en œuvre. Je dis toujours aux gens que c'est mieux de faire 1 minute par jour que faire une pratique de 30 minutes une fois par mois. Et donc, on peut l'incorporer dans son quotidien. Si on décide de faire de la respiration, on prend 5 grandes respirations avant d'entreprendre une nouvelle tâche ou bien lorsque vous êtes dans le métro ou dans un autobus, faites un petit bulle autour de vous puis prenez quelques bonnes respirations. C'est intéressant parce que une grande mauvaise
conception, c'est que les gens pensent qu'ils doivent être dans une posture telle, porter un vêtement tel avant d'entamer une pratique. Ce n'est pas du tout vrai. On peut le faire à n'importe quel moment, n'importe quelle situation. Absolument, oui. D'accord. À ce moment-ci, vous avez mentionné 1 minute ou 2 à tous les jours, mais typiquement, avec les journaux, le temps, est-ce qu'on peut étendre ça sur plus de temps, plus de minutes? C'est quoi la trajectoire? Mais il faut voir ce qui fonctionne mieux avec votre style de vie. Pour moi, je fais 5 minutes. 5 minutes, c'est suffisant pour me sentir en contrôle et m'être très centré sur ce que je fais. Donc, trouvez ce qui vous convient. Et vous pouvez donc adapter ça à votre style de vie. Il n'y a pas de restriction. Excellent, formidable. Donc, on n'a pas de raison de ne pas faire la pratique. C'est vraiment très disponible. Donc, j'aimerais parler de certaines contre-indications. Mona, si je peux avoir vos idées là-dessus. Les gens, de quoi est-ce qu'ils devraient être au courant? Est-ce qu'il y a des contre-indications qui devraient être dont ils devraient être conscients? Oui, les contre-indications, ça devrait être la psychose sévère ou un épisode de dépression sévère, malgré que la pleine conscience peut être utilisée avec une approche psychothérapeutique, mais on a besoin d'avoir conseil médical. Donc, si une personne a des problèmes avec la santé mentale, donc c'est peut-être mieux de parler au médecin avant de s'engager dans la pratique. Et également, lorsqu'on médite, parfois, on accède à des émotions très profondes et négatives qui remontent parce qu'on accède au subconscient. Donc, il y a un phénomène qui s'appelle la nuit profonde de l'esprit. Et donc, parfois, il faut faire des retraites. Et les formateurs dans les retraites, ils sont très au courant, donc ils savent comment les gérer. Mais parfois, disons, dans une longue retraite de silence de 6 à 7 jours, et peut-être qu'une personne sentira fortement stressée, pleurera. Il y a beaucoup d'émotions qui sont réprimées. Et donc, ça peut se produire dans ce genre d'environnement. Mais à l'habitude, c'est assez sécuritaire. Un autre truc qui est bien, c'est d'essayer de s'inscrire dans un programme parce que comme ça, vous allez guider, aurez quelqu'un qui vous enseignera parce que lorsqu'on enseigne, on a besoin d'avoir des consignes claires et pratiques. Et même si c'est simple, c'est pas aussi facile que vous avez dit. C'est même pas facile pour vous qui êtes comme un professionnel de méditation. Ça n'est pas facile. D'accord. Alors, lorsque ces émotions ou sentiments négatifs surviennent, est-ce que les gens peuvent juste interrompre la pratique ou mettre ça en pause jusqu'à ce qu'ils aillent chercher un conseil médical et puis le reprendre? Est-ce que ce serait une bonne pratique? Excellente question. Tout d'abord, lorsqu'il y a une émotion négative qui survient, c'est une chose qui est facile à faire au départ, c'est de s'offrir de l'autocompassion. Simplement la connaissance que oui, je me sens vraiment triste ou peut-être que c'est parce qu'un proche vient de décéder récemment et tout la tristesse, le stress et la tristesse, le deuil remontent. Donc, il faut s'offrir beaucoup d'autocompassion et de se dire que c'est correct de sentir ça et d'essayer de se souvenir qu'une émotion négative, parfois, ne dure que 90 secondes. Donc, c'est temporaire, ça ne va pas durer éternellement. Parfois, on peut voir des jeunes enfants, et lorsqu'ils ont une crise, ils pensent que ça ne va pas partir, ça va durer éternellement, mais ce n'est pas vrai. Ça ne peut durer que quelques secondes. Et bien sûr, on peut arrêter la pratique, respirer, puis appeler un ami ou chercher quelqu'un qui nous réconforte.
C'est bon à savoir. Merci. Donc, je suis curieux au sujet de la thérapie de la forêt et peut-être, Sophie, je vais vous faire intervenir. La question qui me vient en tête, c'est est-ce que c'est disponible à différents groupes de gens, de tous les âges, différentes conditions? Si vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, oui. Donc, j'ai été formée en thérapie de forêt, plus précisément, mais je vais parler de la connexion avec la forêt et l'effet thérapeutique de communiquer avec le monde de la forêt, indépendamment de où vous vous trouvez. Donc, je vais en parler dans ma présentation, mais même chez vous, si vous n'avez pas de mobilité, en regardant dehors à la ville, ou peut-être si vous êtes dans un environnement urbain, peut-être c'est dans votre maison, une plante. Et donc, je vais en parler avec Mira et moi. Ça fait partie de la pleine conscience. Donc, c'est comme une façon d'appliquer la pleine conscience, de devenir très sensible avec nos yeux ouverts, de s'engager. Donc, c'est une pratique avec le corps. Et puis après ça, donc, quelque chose avec, par exemple, le jardinage. Ça peut être très utile. Les avantages de se connecter à la nature dans un environnement forestier, c'est quelque chose de différent. Et c'est là qu'il nous donnera les plus grands avantages. Mais oui, ça peut, même en ville, donc même dans un parc urbain, d'être assis là, il peut y avoir des outils qui nous aident à ralentir, à faire attention, se centrer. Alors oui, c'est une pratique extrêmement accessible qu'on peut faire au centre-ville de Montréal et ça va ralentir vos intentions. Donc, en fait, c'est de la thérapie de la nature, c'est disponible à tous. Je viens de recevoir une question au clavardage. La question est, est-ce que les programmes de recherche, de recrutement, est-ce qu'ils recrutent des participants dépassant l'âge de 50? Je pense que la réponse est oui. C'est disponible aux participants avec des maladies chroniques dépassant l'âge de 50. Donc, si on revient à notre dialogue, je sais qu'il n'y a pas trop de temps, mais j'aimerais une dernière question pour vous trois. Je pense que d'avoir une intention, c'est très bien. Donc, s'il y avait un point clé, une pratique longue ou courte qu'on pouvait retenir aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait être? Mira, vous peut-être commencer? Et puis, on pourra passer à Mona et puis Sophie. Donc, je pense qu'un des grands trucs que j'ai retiré de mes propres pratiques de pleine conscience, c'est qu'il y a beaucoup de liberté à choisir où et quand vous pratiquez. Et le plus vous pratiquez, vous allez remarquer qu'il y a des changements qui s'opèrent, aussi petits ou grands qu'ils puissent être, ça peut varier. Et il y a un groupe qui dit entre le stimulus et les réactions, il y a un espace. Et dans cet espace, il y a le pouvoir de choisir une réaction et de la croissance et de la liberté. Et donc, je vous encourage fortement, lorsque vous faites cette pratique, de prendre du temps à la fin de votre pratique pour réfléchir. Ça peut faire une grande différence. Formidable. Merci. Et vous, Mona? Pour moi, ce qui a changé ma vie, c'est vraiment ce que John Cabot a dit, c'est qu'il dit, tant que vous respirez, il y a plus de bon que de mal qui est chez vous. Donc, le souffle, il est toujours chez nous. Donc, on peut toujours revenir au souffle. On n'a pas besoin d'accessoires ou autres. Et on n'est pas tous esprits ou idées ou la vie, l'avenir, toute situation qui puisse survenir, on est toujours ailleurs. Donc, revenez toujours à votre souffle. Et comme vous avez dit, Mira, ça va créer l'espace où on peut trouver nos ressources et puis trouver des nouvelles solutions. Formidable. Merci. Merci de votre partage. Et vous, Sophie? Donc, mon intention pour cette séance, c'est de pratiquer, de partager des antécédents pour cette pratique et puis peut-être d'intégrer certains de ces éléments dans votre quotidien, immédiatement. Et étant donné que on a partagé des citations, moi, celle à laquelle je reviens,
c'est de Mary Oliver, une poète de la nature. Elle disait, on a seulement besoin de dégager l'animal souple de votre corps à aimer ce qu'il veut. Et donc, de se permettre d'être émerveillé et de se pencher sur ces belles choses. Excellente conversation. Merci de partage de vos idées. Donc, on est tous vraiment ravis de vivre ce que vous avez à partager avec nous. Donc, je vous offre le plateau, Sophie, pour votre présentation. Bon, comme vous savez, je vais parler de la thérapie de la forêt et la connexion avec la nature et les avantages de santé de cette pratique. On peut, et si vous avez des questions, sentez-vous bien à l'aise de les mettre dans le clavardage. Je ne sais pas si je pourrais les voir, mais peut-être que quelqu'un pourra m'aider à dégager les questions. Donc, j'aime toujours reconnaître les termes lorsqu'on est dans ce type d'environnement. Donc, moi, je vis à Montréal. Donc, je sais, dans le territoire non cédé de Kanien'kehá:ka, des Mohawks. J'aime toujours reconnaître où je vis, où je joue, où j'ai le privilège de vivre. Et le nom de Montréal, Kanien'kehá:ka, et là où le groupe s'est divisé et est parti de chacun de son bord. Donc, Montréal, c'est une île qu'on peut voir sur la carte. C'est aisément accessible. Donc, même avec ce rituel, je voulais me situer où je suis et où je vis. Prochaine diapo. Donc, je commençais ça, mais donc, je voulais vous parler de ce qu'on a besoin de faire cette pratique. Donc, on va d'abord dire en quoi consiste la pratique. Mais je pense que donc ça comprend des parties d'autres pratiques. Donc, on conserve seulement ce que l'on aime et on aime seulement ce qu'on comprend et on comprend seulement ce qu'on nous apprend. Donc, si on conserve ce qu'on aime, puis on aime ce qu'on comprend et qu'on comprend ce qu'on nous apprend, ça peut aider les gens à apprendre, à se connecter à ce qu'on apprend. Donc, ce bout de connexion est très important. Et ça vient de l'anxiété et de la douleur que je ressentais, de la catastrophe. Et je voulais savoir comment comprendre comment me connecter réellement à la nature et aider les gens à se faire. Et c'est là où je voulais donc protéger la chose. Et également, j'ai trouvé que des intersections de plusieurs de mes intérêts, de mes aptitudes en 2018. Donc, j'explore la pleine conscience, la méditation depuis 2016 et je lis la poésie sur la nature et la puissance de la langue et de la poésie. Ça m'a vraiment frappée. Et également, ça a croisé ma curiosité et ma nature urbaine également. Et comme j'ai dit auparavant, mon intérêt dans la crise de l'environnement. Et donc, c'est une combinaison de toutes ces choses-là. Donc, c'est également très disponible. Comme j'ai répondu aux questions, il faut connaître ses aptitudes, celles qui sont nécessaires pour pratiquer cette connexion. C'est une pratique préventive, physique et de bien-être. C'est une pratique du corps au lieu d'être seulement intellectuelle, et malgré que toutes les façons de se connecter à la nature, ça a ses avantages, cet élément-là m'attirait plus particulièrement. Et également, au niveau de l'engagement et mon militantisme, parce qu'avec tout à quoi on est confronté, on peut conserver ce que l'on aime et ce qu'on comprend. Donc, il faut comprendre la connexion au monde naturel. C'est ce qui va nous amener à être galvanisés et apporter les changements requis. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Donc, je vais brièvement vous inviter à fermer vos yeux pour une expérience immersive. Vous pouvez fermer vos caméras pour les prochains instants si vous pensez que ça va vous aider à relaxer. Donc, si vous sentez à l'aise, vous pouvez fermer vos yeux et si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez juste le regarder vers le bas. Et faites quelques inspirations profondes. Donc, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Si vous voulez faire un expire, soupirer, vous pouvez y aller. Et de ressentir votre corps sans jugement. Et juste remarquer comment votre poids, vous le sentez. Comment vous sentez votre chaise sur laquelle vous êtes assis. On continue à respirer et remarquer comment l'air est senti lorsqu'il entre dans votre nez, puis ressort par votre bouche. Quand ça entre dans vos poumons, vous allez peut-être remarquer jusqu'à quel point votre poitrine se gonfle. Prochaine diapo. En gardant vos yeux fermés, ça c'est confortable. Je vais vous inviter à écouter, simplement. Prochaine partie. En gardant les yeux fermés, si vous voulez, si votre esprit divague, vous avez juste à revenir. Je vous invite à réouvrir vos yeux en faisant des petits clins d'œil, genre, en clignotant. Puis avec les yeux ouverts, observez tout simplement. What are you noticing? Que remarquez-vous? Maybe the play of light and shadow. Peut-être le jeu des ombres, de la lumière, le mouvement très doux. Peut-être il y a de la souplesse, la flexibilité, de l'élan. Une belle saturation des couleurs, le ciel, les feuilles. Prochaine diapo. Je voulais éveiller nos sens avec cette nature, ce rituel, avant de rentrer dans les choses. Parce que cette connexion innée à la nature est en nous tous, qu'on en soit conscient ou pas. Donc, cette attraction au monde peut être mieux comprise par la biophilie, c'est-à-dire l'amour de la vie et du monde vivant. Ça a été dit par Richard Louv en 1994, c'est-à-dire que l'amour de la vie et du monde vivant, dans cette citation de Richard Louv, on est programmé pour être dans un monde difficile parce que c'est dans notre ADN, parce qu'on a évolué dans la nature à 98%, on a la biologie pour traiter avec la chose et on a la biologie requise pour être connecté à la nature. Donc, où que vous soyez, vous pouvez y être. Prochaine diapo.
also known as forest bathing. Don't worry, you don't need a swimsuit for it. Donc, c'est quoi la thérapie forestière? So, a brief definition that I've written is that forest Une therapy is courte another définition, practice of en fait, Shinrin-yoku. ça s'inspire de la pratique japonaise Shinrin-yoku, qui se traduit comme baignade forestière. C'est une expérience d'immersion dans la nature où on s'entoure du présent et de ce qui nous entoure. Donc c'est vraiment une pratique de pleine conscience. La thérapie forestière, comme j'ai dit, c'est une pratique forestière thérapeutique qui utilise les principes de Shinrin-yoku, qui se traduit comme baignade forestière. Ça a évolué au Japon et est basé sur l'idée que ça serait bien d'aller dans la forêt. C'était un moment où le stress chez la population japonaise s'aggravait, ce qui touchait leur bien-être. Donc cette idée, c'est du pouvoir de guérison de la forêt, en fait, est arrivée à un moment où la recherche scientifique se faisait et a été publiée à l'époque au Japon, qui explorait les bénéfices du monde naturel et les effets d'être dans le monde naturel pour ce qui est de notre santé physique et mentale. Il y a eu une campagne aussi de protection des forêts en même temps. Donc les gens ont été encouragés de se rendre dans la forêt pour leur santé et donc ces personnes voudraient protéger la forêt en raison de cette expérience dans la nature. La pratique a été influencée par les deux religions du Japon, le shintoïsme et le bouddhisme. Et il y a de très grandes forêts au Japon. 68% du pays est couvert de forêts. Donc le shintoïsme, le bouddhisme ont éclairé la pratique. Ce n'est pas une pratique religieuse, mais cependant ces religions nous ont permis de comprendre la raison pour laquelle cette pratique a été inventée au Japon. Et donc cela est basé sur le principe que tout vit sur le monde. Et donc c'est important de penser à ces points de vue culturels en pensant aux origines de cette pratique. C'est une pratique thérapeutique qui utilise des façons autochtones de se connecter au monde naturel. La thérapie forestière utilise cette idée d'animisme et cette façon d'être dans le monde naturel est quelque chose d'inné à l'intérieur de nous tous, mais ça a été préservé chez les cultures autochtones. Et mes amis de l'île de la Tortue ont partagé quelques informations sur cette pratique et je travaille pour l'institution qui a reconnu ces contributions. Donc c'est une façon innée, comme j'ai expliqué. En fait, nous faisons partie du monde naturel dans lequel nous avons évolué et nous voulons retourner à la nature, que ce soit conscient ou inconscient. Et c'est vraiment quelque chose qui est axé sur les données probantes et des études scientifiques. Beaucoup des études sur la baignade forestière viennent du Corée du Sud ou du Japon, mais la littérature est quand même volumineuse. Désolé, je ne suis pas habitué à parler pendant si longtemps. Donc, on fait quoi durant l'une de ces séances de thérapie forestière? En fait, c'est 1,5 à 3 heures, idéalement en forêt, mais ça peut être fait n'importe où dans la nature, dans un parc, à la plage. Donc, les participants font une série d'activités sensorielles
qui s'appellent des invitations. Et ces activités ont pour objectif de faire en sorte que les gens pensent à leur sens et et ces invitations nous aident à explorer ce qui nous entoure de cette façon sensorielle et pas d'une façon intellectuelle. C'est pas une question d'identifier l'importance des choses, mais d'explorer ce qui nous entoure en utilisant nos sens. Donc, il y a une partie où les gens peuvent explorer individuellement et on explore aussi ensemble. Et ça nous donne l'occasion d'écouter, de se faire écouter. Ça approfondit les expériences des participants et ça aide à créer tout un lien entre les participants. Et finalement, on boit du thé. C'est la dernière étape de cette expérience forestière. L'idée, c'est qu'on fait cette expérience en utilisant les 5 sens et finalement, on boit du thé qui est fait d'une plante locale, comestible, idéalement qui vient du milieu où la marche a été faite. Et donc, c'est la dernière étape d'incorporer la forêt à l'intérieur de nous. Les éléments essentiels de la pratique, expérience sensorielle. Je dois commencer à parler plus souvent, je ne suis pas habitué. Donc le rythme est lent, la distance n'est pas trop longue, ce n'est pas de la randonnée. Parfois c'est moins d'1 kilomètre, peut-être 500 mètres. L'idée c'est d'explorer ce qui nous entoure. Il y a une bonne expression, aller 2 fois plus lent et regarder 2 fois de plus. Et donc, c'est vraiment une curiosité d'enfant. C'est quelque chose qui est très important pour nous comme adultes. On a rarement cette occasion dans la vie moderne. Donc, s'orienter vers le plaisir. Et le plaisir peut être un tabou, mais en fait, c'est quelque chose de très important. Ces plaisirs sensoriels nous permet de calmer nos systèmes nerveux. Et donc, ces plaisirs sensoriels, le sentiment de l'air qui touche à notre peau, l'écorce des arbres, tous ces éléments aident à faire en sorte que la pratique soit bonne. La gratitude et la réciprocité sont des éléments importants. Donc, étant donné ce que nous recevons de la forêt, il faut que nous redonnions notre attention. Il faut qu'on s'occupe du milieu et développer des relations avec cet endroit. Et ce n'est pas une pratique d'extraction pour se sentir mieux, mais bien entendu, c'est un bon effet secondaire dont je vais parler. Prochaine diapo. Donc, les bénéfices d'être plus connecté à la nature. Donc, durant l'une de ces marches, en fait, le système nerveux parasympathique est activé. Donc, c'est une bonne forme de médecine réparatrice. Et lorsqu'on est dans cet état relaxé, c'est en ce moment lorsque le corps peut se guérir, se rétablir. Donc, les bénéfices physiologiques, la réduction de stress, c'est un élément très important. Probablement, vous savez que c'est quelque chose de très important car le stress chronique nous rend plus vulnérables aux maladies et c'est une cause de maladies dans nos sociétés. Et donc, cela mène aux autres bénéfices. Et selon des études, 20 à 30 minutes d'une marche forestière en fait, c'est le temps qu'il faut pour faire baisser les niveaux de cortisol. Et donc, les gens se sentent plus heureux.
Et dans certains essais au Japon, on évalue le niveau de cortisol au début juste pour démontrer à quel point c'est une expérience qui est calmante. La réduction de la tension artérielle, réduction du pouce et un rétablissement accéléré à la suite d'une maladie ou d'une chirurgie. Une étude que j'aime bien citer, c'est une étude de patients d'un hôpital qui se rétablissaient de la même opération et la moitié des patients avaient des fenêtres qui donnaient sur une forêt et les autres, les fenêtres donnaient sur un mur. Et donc, finalement, les résultats étaient très importants sur le plan statistique. Ceux qui avaient des fenêtres qui donnaient sur les forêts se rétablissaient plus rapidement, prenaient moins d'analgésiques et avaient des points de vue plus positifs. Et cette étude a été refaite dans différents endroits, y compris dans les prisons, où pouvoir voir la nature améliorer des problèmes médicaux. Ça renforce aussi le système immunitaire. Et lorsqu'on est si relaxé, le stress peut en fait miner la fonction du système immunitaire. Il y a aussi des produits chimiques qui viennent de certains conifères et ces produits sont très avantageux. J'ai vu ces effets chez les personnes qui participent à mes marches. Et une amie qui vient très souvent à mes marches, et c'est une bonne amie, elle faisait un traitement de cancer pour le cancer des ovaires. Et en fait, la thérapie forestière l'a beaucoup aidé. Et cette personne est maintenant sans cancer. Je ne dis pas que c'est en raison de la thérapie forestière, mais ça a peut-être aidé un peu. Donc, les bénéfices cognitifs. En fait, c'est une pratique assez accessible de pleine conscience. C'est aussi une pratique prophylactique. Donc, ça nous calme, ça calme le système nerveux. Donc, ces effets peuvent être instantanés et les participants de mes marches peuvent en témoigner. Moi, je peux vous garantir que ces bénéfices sont réels. C'était mes expériences avec la dépression qui m'a amené à commencer cette pratique. Pour ce qui est de la créativité, en fait, je n'ai jamais lu tant de poésie comme lorsque je suis dans la nature. Et c'est vraiment le début de l'étude de ces bénéfices. Voici une citation de l'un de mes auteurs préférés. Les humains doivent avoir des relations. Les yeux, la peau, la langue, les oreilles, les narines sont des portes par lesquelles le corps reçoit ce qui vient des autres. C'est par voie de nos 5 sens que nous pouvons avoir ces bénéfices de la thérapie forestière. Donc je comprends que j'ai très peu de temps, donc je vais en parler assez rapidement. La vue, c'est notre sens dominant. Donc quelques éléments dans la nature qui peuvent entraîner des bénéfices, des structures fractales, donc des choses qui nous aident à trouver, à être plus relaxés. La fascination douce. La fascination douce, c'est un genre d'attention involontaire. Et donc, ces choses apaisantes nous permettent de nous détendre. Donc, l'admiration est aussi quelque chose de très important. Il y a beaucoup de recherches qui portent sur l'admiration, c'est-à-dire se perdre dans la beauté du monde, ce sentiment de voir quelque chose qui dépasse notre compréhension du monde. Les couleurs,
Donc les couleurs les plus apaisantes sont les bleus et les verts de la nature. Ça améliore notre anxiété, et les couleurs grises des paysages urbains, en fait, aggravent l'agressivité. Je vais sauter cette diapositive. Donc, l'audition, donc ce sont des sons très relaxants qui améliorent nos niveaux de stress, qui améliorent notre humeur, notre sommeil. Et ce sont des choses que nous avons entendues au cours de notre évolution, des choses auxquelles nous sommes habitués. Donc les odeurs de la nature, donc les phytoncides, qui sont des produits chimiques qui viennent des conifères, et ça fait partie du système immunitaire de l'arbre. Et donc, lorsque nous inhalons ces choses, en fait, ça améliore le système immunitaire, et il y a de la recherche scientifique qui existe, et il y a c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui améliore notre système immunitaire, qui améliore notre vulnérabilité au virus. Et donc, ça peut avoir cette amélioration sur notre système immunitaire pendant une semaine. Ça améliore la présence des cellules tueuses. Le sol est une autre chose. Il y a une bactérie dans le sol qui améliore les niveaux de sérotonine au cerveau. Les ions négatifs ont un électron supplémentaire. Donc, ce sentiment qu'on a lorsqu'on est à côté d'une chute, ou lorsqu'on fait de la randonnée, ou on est à côté d'un ruisseau, en fait, c'est lorsque les molécules d'air se détériorent, et ça améliore notre sentiment de bien-être, ça améliore l'accès du cerveau à l'oxygène. Donc il y a toutes sortes d'éléments lorsque l'on parle de cet environnement forestier. Donc pourquoi je me sens si relaxé? Pourquoi est-ce que mon système immunitaire a été bonifié? Donc nous sommes à un moment important. On voit la nature comme un élément essentiel de la santé, et des professionnels de la santé à l'échelle du monde voient la nature comme ce quatrième pilier de la santé. Et les études scientifiques de ces bénéfices ont eu un impact vraiment important. Les médecins à l'échelle du monde prescrivent du temps dans la nature, et ça se passe aussi au Canada avec le PRX. Donc comment peut-on faire cette pratique? Je ne sais pas si j'aurai le temps de partager cette présentation avec vous, car je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc comment peut-on faire cette pratique? D'abord, trouver un parc, un espace vert, une forêt, une cour arrière, et donc il faut éteindre son portable, marcher lentement. Ne soyez pas timide d'utiliser vos 5 sens. Soyez curieux comme un enfant. Et à chaque fois que vous remarquez quelque chose, vous pouvez penser que vous venez d'être invité à voir cet objet. Et si votre esprit erre, retournez à vos 5 sens. Donc, retournez toujours au présent, faites-le lentement. Et vous pouvez le faire pendant 20 à 30 minutes. Et vous allez ressentir les avantages. Même s'asseoir pendant 20 à 3 minutes avec sa pleine attention sur ce qui vous entoure, c'est vraiment excellent. Ou s'allonger par terre. Donc la baignade forestière à la maison, si cette activité n'est pas possible pour vous, vous pouvez utiliser des huiles essentielles des conifères, avoir des plantes à l'intérieur de votre maison.
Et vous pouvez donc explorer votre admiration du monde, regarder des feuilles, des fleurs, utiliser des sons de la nature. Il y en a beaucoup qui sont disponibles en ligne. Avoir une fenêtre qui donne sur la nature, donc je vois des arbres à l'extérieur de ma fenêtre, même une image de la nature serait utile. Ça peut entraîner ses bénéfices. Prochaine diapo. Donc voici quelques ressources. Moi, j'adore explorer ce sujet. J'aime bien lire la poésie ainsi que des études scientifiques. Prochaine diapo. L'une de mes citations préférées de Bayo Akoma fait « Le temps presse donc ralentissons-nous ». Je ne sais pas si nous avons le temps pour des questions, mais merci de votre attention, de votre curiosité. J'ai hâte de participer aux séances de Mona et Mira. Merci Sophie de cette merveilleuse présentation. Ça a été vraiment fascinant d'entendre parler des avantages et des bénéfices d'être dans la nature.